Et bonsoir à vous, bienvenue sur le Trou de l'Esprit, ça faisait un petit moment que moi j'étais pas venu. Vous avez eu Sandre qui vous a régalé avec le sorceleur. Ce soir on est aussi sur de la lecture, on se refait une petite soirée au coin du feu. Le thème de ce soir c'est rencontre. Encore une fois avec la communauté du Discord Tales of Pi, on a écrit quelques textes et on se les fait lire les uns aux autres. Donc moi je vais pas trop parler plus, je vais laisser la parole à la vraie maîtresse de cérémonie qui est Psy 1, et puis on se retrouve après. Quoi? Si. Tu le Elle était réveilles bien la avec, soirée? Euh, re- Et ben quand vous voulez. Je ne savais pas, donc du coup, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle soirée au coin du feu, autour du thème, cette fois-ci, rencontre, au pluriel, qui s'annonce riche en émotions et en talents. Et on va ouvrir la soirée d'aujourd'hui avec un texte donc, qui a été écrit par Sandre, Notre-Dame de Cendre, ici présente, et qui est lu par Vida et Soins d'urgence, que je vais envoyer donc maintenant. C'est parti. Bonne écoute à tous. Oui, alors, Oui, Vida. non, ce que je voulais Let's go. dire, c'est que pour ceux qui vont écouter sur le Watch 2, ils ont intérêt à monter le son directement parce que c'était enregistré. Donc le mettez pas comme si c'était une musique de fond, mais bien comme si c'était la chose que vous allez écouter en premier. D'accord, donc n'hésitez pas à monter le son sur le Watchou pour bien entendre les textes, le texte audio ici qui a été préenregistré, puisqu'il y avait beaucoup de voix. Avec soin par nos lecteurs. Et du coup, je vais le lancer. Je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le Watch2, donc j'attends 2 secondes et c'est parti. Bonne écoute à tous. Elle marchait depuis plusieurs heures, se frayant un chemin parmi les feuillus centenaires, les osmondes et les rochers gargantuesques qui longeaient la rivière. Au-dessus des frondaisons, le ciel crépusculaire, violacé, se parait déjà d'astres diamantés. Brana s'arrêta un instant et scruta la forêt. Bientôt l'obscurité recouvrirait chênes, frênes et hêtres, elle ne pourrait se fier qu'au bruissement du cours d'eau. Suis la rivière d'argent jusqu'au chaos rocheux. Brana prit une forte inspiration et expira longuement afin d'évacuer l'angoisse qui lui tenaillait le ventre. Elle posa une main sur le pommeau de son scramasax, logé dans son fourreau de cuir. La sorcière des runes existait-elle réellement, ou n'était-ce qu'une fable de plus, destinée aux enfants? Elle chassa le doute de son esprit et se remit en marche. 200 lieues la séparaient de son village natal. Elle ne pouvait plus reculer maintenant. Repoussant une mèche de ses cheveux auburn, elle serra le pendentif cylindrique qui trônait autour de son cou et pressa le pas, ses bottes s'enfonçant dans l'humus. Tu ne m'aurais jamais menti. Si tu m'as raconté cette histoire, c'est qu'elle est vraie. Je te fais confiance. Un bruit près des fougères, un craquement. Elle sursauta. Une ombre se faufila entre 2 souches couvertes de lichen avant de s'engouffrer dans la cavité d'un tronc rugueux. La jeune femme s'immobilisa de nouveau et empoigna la fusée de sa lame. Des yeux jaunâtres et luisants l'observaient. Depuis la niche naturelle, la créature émit un son semblable à un claquement de langue, répétitif et aigu. Brana s'approcha doucement. Derrière elle, d'autres clappements résonnèrent dans les ramures. Plus loin, en réponse, des freux entonnèrent des croissements menaçants. Alarmée, elle se retourna et dégaina instinctivement son arme. Dès lors, les petits êtres humanoïdes, recouverts de bryophytes et de fungus, et dotés d'ailes iridescentes, glapirent de plus belle avant de s'envoler à travers les bois. Non, attendez! La jeune femme s'élança à leur poursuite, évitant tant bien que mal racines et pierres sur son passage. Luminescentes, les créatures virevoltaient dans la même direction à la manière de lépidoptère nocturne attiré par une flamme trop vive.
Brana manqua de chuter à maintes reprises, ne pouvant se fier qu'aux petites lueurs qui s'agitaient devant ses yeux. Dans sa course folle, des ramifications tortueuses lui lacérèrent le visage. Elle poussa un juron et continua de filer à travers le bois, mais les chimères bleutées étaient bien plus rapides. À bout de souffle, elle déboucha dans une clairière non loin du carreau. Réfugiées dans les ramets, les créatures clapotèrent de nouveau et sifflèrent en un sombre avertissement. Elles ne diffusèrent plus la moindre nitescence. La jeune femme se retrouva encerclée dans ce vacarme assourdissant. Un vrombissement s'éleva brusquement de l'échappée. Un chant diphonique grave, dense, vibrant, qui provenait d'une percée dans l'amas de roches. La voix enveloppa la forêt, recouvrant le tumulte du chaos. Elle semblait inciter chaque être, végétal ou animal, à se taire. Brana, pétrifiée, en lâcha l'épée qu'elle tenait dans sa main et trembla de tout son être. Elle voulut s'enfuir, aussi loin que possible, mais ses jambes refusèrent de lui obéir. Ce qu'elle entendait lui glaçait le sang. Car aucun homme, en ce monde, ne pouvait produire une telle phonation. Elle vit les créatures de mousse reprendre leur envol pour se terrer au plus profond des bois, petite lumière brasillante dans les ténèbres. Au terme de longues secondes, une éternité somme toute pour la jeune femme, le chant se dissipa et laissa place à un silence d'outre-tombe. Une silhouette, imposante, émergea depuis la cavité rocheuse et avança d'un pas lent jusqu'à elle. La jeune femme resta immobile, effrayée par la bête difforme, laquelle dissimulait dans les ténèbres de la nuit. Ah, ne crains rien, enfant. Les Mokovoy ne t'ennuieront plus. Sa voix était grave, posée et dégageait une certaine sérénité, ce qui soulagea inconsciemment Brana, qui garda, malgré tout, le silence. Ce sont des êtres craintifs. Ils ne sont pas dangereux, mais ils n'apprécient guère la présence des mortels. C'est ainsi. Tu es égaré, n'est-ce pas? Les hommes ne traversent pas cette forêt. Elle ne sut quoi lui répondre. L'obscurité l'empêchait d'observer en détail cette masse atypique qui la dépassait de 3 têtes. Il tenait probablement un bâton dans ses mains où se dressait une chouette effraie. Le rapace la fixait de ses yeux perçants et émit un ululement criard. Ah. Aurais-tu perdu l'usage de la parole, enfant? Non, je suis venue voir la sorcière des runes. La sorcière. Il marqua une pause et se tourna nonchalamment vers la rivière aux champs de blocs. Viens près du feu. Les nuits sont fraîches en cette saison. C'est ainsi. Brana hésita, ramassa le scramasax et le rangea dans son fourreau. D'un pas fébrile, elle se décida à suivre le colosse. Les lieux n'avaient de caverne que le nom. Ce n'était pas une vulgaire grotte, froide et lugubre envahie de moisissures, mais une tanière chaleureuse où les vieilles tentures aux couleurs ternies se mêlaient à un mobilier, certes rustique, mais néanmoins sculpté avec goût. L'unique pièce, circulaire, comportait une couche recouverte de lichen et de fourrure, ainsi que diverses étagères remplies de bocaux, de coffrets, de fioles, d'herbes séchées au relent âcre et d'autres objets dont Brana ignorait l'utilité. Ça et là pendaient également des artefacts d'os, de bois, de plumes et de pierres trouées. Au centre de ce singulier repère, un foyer flamboyait, délimité par un tas de petites roches et agrémenté d'une ingénieuse structure accueillant un chaudron. La jeune femme dévisageait son hôte. Le dos courbé, le crâne allongé à l'instar d'un rongeur, ses rides extrêmement creusées formaient d'étranges entrelacs. Sa peau elle-même avait l'apparence d'une vieille pierre moussue. L'un de ses yeux arborait une teinte blanche et livide, tandis que l'autre demeurait aussi noir qu'une nuit sans lune. Il possédait une longue chevelure grise, pour autant qu'il s'agissait réellement de cheveux, qui pendaient de part et d'autre de son visage. Un amas de guenilles superposées, mélange de lin, de coton, de fourrure et de cuir en lambeaux, lui servait de vêtements. Il tenait un grand bourdon tordu dans sa main droite, agrémenté d'amulettes qui servaient de perchoir, selon toute vraisemblance, aux volatiles nocturnes. Sans un mot, il se dirigea vers le foyer, attrapa une écuelle de bois et y versa un liquide épais et fumant. Toujours en s'aidant du bâton, il avança vers Brana et lui tendit l'assiette. Les commissures de ses lèvres étaient si larges qu'il semblait sourire en permanence. La jeune femme prit le mets offert et avala une première gorgée de potage au goût de champignons.
Merci. Elle observa l'antre, assise sur son petit tabouret de chêne. Son regard scrutait l'amoncellement de babioles et de draperies trouées. Vous vivez ici depuis longtemps? Hmm, Cela dépend de ta vision du temps. Pour certains, un ictémère est perçu comme une éternité. Et pour d'autres, il ne représente qu'un minuscule fragment de leur cycle de vie. C'est ainsi. Il parlait avec une extrême lenteur. Chacun de ses mots vibrait contre les parois de pierre et Branna eut le sentiment qu'il les avait choisis avec soin, bien qu'elle ne comprit pas totalement la réponse. Comme s'il lisait dans ses pensées, il ajouta alors. Une nuit et un jour. Un ictémère. C'est ainsi. La chouette piailla lorsqu'il prit place sur un fauteuil usé. C'est à cet instant qu'elle remarqua la longue queue grise qui dépassait de ses haillons. Qui êtes-vous? Ah. Ma mère m'a donné le nom de Trollonoct Oakpanduba Trollaona, ce qui signifie dans la langue commune des mortels Onog, cœur du chêne noir, fils d'Ona, si telle est ta question. Vous êtes un troll? Mais je pensais votre race disparue depuis l'âge du givre. C'est en partie une vérité. La plupart d'entre nous ont succombé lors du grand hiver, une sombre époque. Nous ne sommes plus aussi nombreux qu'autrefois. C'est ainsi. Je dois voir la sorcière de la forêt. Vous pensez qu'elle vit toujours ici? Mon enfant, Erune est le dernier bastion des peuples nés du chaos. Aucun mortel ne vit en ces lieux. Non, je n'ai pas croisé d'homme ici depuis 1 millier de lunes. Alors, j'ai échoué. Je suis venue ici pour rien. Le cœur de Branna se serra un peu plus. Au bord des larmes, elle empoigna silencieusement son petit pendentif cylindrique. Onog la toisa de son œil noir et hocha subtilement la tête. Ne te morfons pas. Chaque épreuve nous fait irrémédiablement avancer. C'est ainsi. L'important, vois-tu, n'est pas la destination finale, mais le voyage en lui-même. Des errances naissent les plus belles rencontres, même si ce n'étaient pas celles escomptées. En quoi cette sorcière aurait-elle pu t'aider? Elle pouvait m'apprendre à maîtriser la magie. Ah, les mortels ne devraient pas connaître les secrets de l'art arcanique. Ils n'ont pas assez de discernement pour la maîtriser. L'essence du chaos les corrompt. Entre leurs mains, ce pouvoir est bien trop destructeur. C'est ainsi, enfant. Je ne suis plus une enfant. Pour un vieux troll, tu es encore une enfant. Quel est ton nom? Branna, Anna? Tu as l'air exténué. Tu peux te reposer ici pour cette nuit. Et demain... Il laissa sa phrase en suspens et se leva. Bah... Demain est un autre jour, n'est-ce pas? Prends le lit. Je dormirai sur le fauteuil. C'est ainsi. merci. Je ne vous ennuierai pas plus longtemps, Onog. Je partirai à l'aube. Il n'ajouta rien de plus, se contentant de sourire et de remettre une bûche dans le foyer. Exténuée et découragée, Branna s'allongea sur la couche de mousse, étonnamment moelleuse. Elle rabattit la fourrure sur son corps courbaturé, ravala un sanglot et s'endormit, recroquevillée sur elle-même. Dehors, les Mokovoy reprirent leur ballet lumineux, rythmé par le coassement des anours et le clapotis des eaux. Depuis la clairière, l'on pouvait percevoir les constellations de l'Archer, du Dragon et de la Grande Roue. Onog sortit de sa caverne et scruta les astres en quête de réponse. La chouette ulula, son cri se répercutant en écho contre les rochers. Oui, oui, je sais. Je l'ai remarqué aussi. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, mais je sais reconnaître encore un artefact troll. Les Mokovoy l'ont ressenti aussi.
Le volatile déploya ses ailes en piaillant et pencha la tête sur le côté. Le vieux troll fixa les 4 petits objets célestes, partiellement alignés, sous un croissant de lune. Bah, il y a bien longtemps que les mortels se sont détournés des anciennes traditions. Mais tu as raison, la conjonction est proche. Sa venue n'est peut-être pas le fruit du hasard après tout, ma chère sorcière. Il étouffa un rire discret. Le rapace blanc s'envola et tournoya vers la cime des arbres, suivi par les créatures ailées. Le cortège s'enfonça dans les bois, laissant Onog à ses propres réflexions. Oui, nous verrons bien. Eh bien, je crois qu'on peut remercier Sandre, Vida et Soin pour ce beau texte. J'en profite aussi pour remercier Fitz qui stream la soirée, et puis Sandre qui s'est occupée de tous les overlays que vous pouvez admirer sur, là pour le coup sur le Watch 2, sur ce texte audio, et aussi sur le stream. Et sans plus attendre, je vais annoncer maintenant le texte suivant, qui a été écrit par Rolotte Merrill pour le coup, dans un registre totalement différent, qui s'appelle Elle, et qui devait être lu à la base par Vrael, qui malheureusement a eu un empêchement, une grosse pensée pour Vrael, et qui sera finalement lu par Vida. Donc Vida, dès que tu es prêt, tu me dis, et Est-ce qu'on m'entend déjà? là, moi, je t'entends. Et ok, ben parfait. Donc si tu veux, je mets la musique, et c'est parti. Tout le monde entend bien, ça va? Ça a l'air d'aller, hop. Je vais mettre la musique et puis tu vas pouvoir commencer à lire le texte alors. C'est parti. Bonne écoute à tous. Il est des rencontres qui vous marquent à vie, au fer rouge. Ces traces indélébiles et ô combien douloureuses. Ces cicatrices qui racontent plus de choses que tous les mots ne sauraient l'exprimer. Et pourtant, impossible de résister à l'envie de prendre la plume pour décrire ces confrontations sourdes, tristes et belles à la fois. Tentez de mettre des mots sur ces mots qui vous dévorent de l'intérieur quand elles vous appellent alors même que vous luttez pour la chasser de votre existence. Mais elle revient sans cesse. Est-elle seulement partie? Elle est là, impalpable, implacable, inépuisable. Toujours avec ce même sourire dont on ne saurait dire s'il est sincère, et pourtant, vous avez fini par le lui rendre, juste pour qu'elle vous laisserait tranquille. Étrange paradoxe de savoir qu'elle vous connaît probablement plus que vous-même, elle qui est fidèle à tous vos rendez-vous. Elle ne vous a jamais abandonné, elle. Elle est avec vous quand vous étiez enfant, quand vous étiez ostracisé à l'école sans comprendre pourquoi. Elle a assisté à ces pathétiques rendez-vous manqués et puis, elle a toujours été avec vous pour savourer ces paysages grandioses qui apparaissent devant vos yeux alors que vous voyagez sur les notes d'un piano mélancolique. Les doigts virevoltent sur le clavier, les vôtres aussi. Les pensées s'entrechoquent alors que vous tentez de vous rappeler la première fois que vous l'avez rencontrée. Quand vous l'avez prise de haut, elle qui cherchait juste à vous accueillir quand tous les autres vous rejetaient. C'est elle qui vous a tendu sa main alors que vous étiez au sol. C'est elle qui vous a permis de vous emporter vers des latitudes inexplorées. Bien sûr, vous avez eu d'autres compagnes, d'autres aventures, mais n'est-ce pas trompé? Elle ne vous en voudra jamais, elle vous l'a déjà dit. Elle vous attendra le temps qu'il faut, elle a le temps, elle, car le vôtre file. La plume est dans votre main pour tenter de conjurer le sort, mais comme elle vous l'a dit, vous ne faites que vous voiler la face. Elle est là à chaque fois que vous créez, d'ailleurs, à bien y réfléchir, ce n'est qu'en sa compagnie que vous parvenez à faire jaillir les idées de votre esprit fatigué de chercher une solution à des problèmes qui n'existent pas. Vos mains s'affolent, vous griffonnez, raturez, noircissez des pages de mots, comme autant de prières à quelconque Dieu qui pourrait entendre vos pensées.
Vous la rejetez toujours, tant de brouillons jetés, brûlés, de créations ratées et détruites dans un élan de frustration. Non, vous ne voulez pas d'elle, et pourtant, sa présence est devenue tellement familière. Elle vous côtoie depuis tellement longtemps, une compagne d'infortune, vous désespérez. Puis, vous ressaisissez. Non, pas encore. Cela va bien finir par changer. Elle vous sourit à ces mots. Vous les lui avez tant répétés. Et vous la rejetez une nouvelle fois. Pendant ce temps, les mains continuent de voler sur le piano, le caressant, le martelant parfois. La mélodie se fait plus entraînante. Elle balance sa tête au rythme de la musique. Vous vous apercevez soudain que vous êtes en train de le faire aussi. Puis les accords s'envolent. Vous fermez les yeux pour vous laisser entraîner. Quand vous rouvrez vos paupières, vous êtes en train de danser avec elle. C'est à cet instant que la réalité vous frappe. Catharsis, épiphanie. Vous ne sauriez le dire et qu'importe les mots finalement, puisque vous vous sentez maintenant libéré d'un immense poids. Et des notes légères et tristes vous emportent dans les nuages. Elle ne vous a jamais trahi, jamais laissé. Vous lui adressez un sourire, vous l'enlacez, l'embrassez. Enfin, vous avez compris. Vous avez toujours été seul avec elle et elle sera toujours avec vous, pour le meilleur et pour le pire. Merci Vida pour cette lecture. Merci, super texte, bravo Lotte, j'ai adoré. Et très beau choix de musique. Dolotte. Très bon choix de musique. Sur ce, on va continuer la soirée avec cette fois-ci un texte de ma composition qui s'intitule Mes plus belles rencontres et qui va être lu par Sandré Fitz. Sandré Fitz, si vous êtes prêts, vous me dites, j'envoie la musique. Moi, ça va être bon. Ouais. Ouais. Ah. Tu peux régler le volume dessus et si tu rafraîchis la page, éventuellement. C'est bon. Je vais rafraîchir aussi. Ah, pas de soucis, il vaut mieux que le son soit bien réglé pour tout le monde, ça va mieux. Et puis coucou à ceux qui nous ont rejoints aussi, j'ai pas eu le temps de vous faire un petit coucou, mais bienvenue parmi nous, j'espère que vous passez une bonne soirée aussi. Je vois qu'on a des spectateurs. Et si c'est bon pour vous, Sandré et Fitz, vous me dites et je mets la musique. Bah moi c'est bon. Ok, c'est parti. Un autre jour se lève. Toi, tu avais la beauté, la gentillesse des enfants. Quand les mariés se sont dit oui, on bavardait et on buvait. Tu souriais, je m'en souviens. Tu m'as même souhaité la bonne année. Un matin, le téléphone sonne. Cette fois, c'est la bonne. Est-ce que tu as regretté cette idée folle quand ta tête heurtait le sol?
À tes funérailles, ils ont dit que tu étais alcoolique et que tu leur avais parlé de façon cynique. Qu'est-ce qu'on fait dans cette pièce tragicomique? Leurs paroles résonnent, vides de sens. Dans la pièce où tu gis, regardez, il a l'air endormi. C'est ton corps sans vie, on a maquillé en madone. Il faut croire que la vie est un grand bal masqué et que tout le monde va danser. Les paroles des autres m'étonnent et détonnent avec mes souvenirs des coups près que je n'ai pas vu venir. Pourquoi vous dénigrez et jetez au caveau vos têtes, vos mots? Je plonge dans vos miroirs brisés, essayant de recoller les morceaux. Il aurait pourtant été plus simple de juste vous trouver beau. On ne croise pas tous les mêmes personnes. Et toi, tu étais malade. Le cancer est un animal au griffes acérées qui ne lasse jamais sa proie. 10 ans de cela qu'il t'avait attrapé une première fois et maintenant le revoilà. 2 années à fimer pour une longévité relative, alors que le glas a déjà sonné de façon définitive. T'as fini en soins palliatifs, dernière station avant le terminus. J'avais pas compris qu'ils allaient arrêter la ligne. Tu m'as dit merci, petit corps plié sous 2 draps. Page écornée d'une âme qui s'en va. Je t'ai apporté un caillou censé soulager ta douleur, ne sachant comment t'aider. Tellement de gratitude dans ton regard, cela aurait dû m'alerter. J'étais à la plage quand on m'a appris que tu étais parti vers d'autres rivages. La vie n'est pas toujours une belle balade. Vous êtes pour moi autant de cœurs envolés, dont les rires volent en éclats sur les feuilles de papier que j'ai gardées. Vos sourires éclairent encore mon passé, et vos regards brillent dans le brouillard de mes rêves. Au crépuscule de ma mémoire, je pourrais redire sans trêve. À l'heure de rendre des comptes, vous figurez sur la liste. Plus belle. De mes plus belles rencontres. Merci Fitz, merci Sandre pour cette lecture. Sur ce, on va poursuivre la soirée avec un texte qui a été écrit cette fois par Nicolou, qui s'intitule sobrement Ploc, pour lequel il faudra monter par contre beaucoup le son. Hein, n'hésitez pas sur le Watch 2 parce que c'est un enregistrement audio donc c'est un peu bas. Et je mets le texte. À tout de suite. Ploc. La rencontre fut brève. Tes yeux jaunes m'ont ébloui, moucheture ensanglantée. Robert Patinquès, le moustique et le pare-brise. J'espère que vous avez apprécié ce petit haïku de Robert Patinquès donc. Sur ce, on continue avec cette fois-ci un texte écrit par Fitz et Delria qui s'intitule Symbiose et que tous deux vont nous lire dès qu'ils sont prêts. Prêt. Bon dans ce cas, j'envoie la musique et c'est parti. À toutes. Est-ce que Fitz, tu es prêt? Ouais. Tu émerges à peine. Ton doigt glisse sur l'écran du téléphone pour faire taire la sonnerie du réveil. Tu écartes ta couette et poses un pied sur le parquet. Encore à moitié ensommeillé, tu te laisses guider par l'odeur du café, qui est en train de couler dans la cafetière programmée la veille au soir. Juste le temps de faire griller un peu de bacon et des œufs au plat, avant de te diriger vers la salle de bain pour te préparer. L'eau qui coule sur ta peau te rafraîchit et aide un peu à faire passer les raideurs dans ta nuque et ton cou. Tu passes une robe légère afin de ne pas trop souffrir de la chaleur qui commence à poindre malgré l'heure matinale. En même temps, quand on vit en Australie, on est habitué aux fortes températures. Alors que tu ouvres la porte pour partir, tu sens un courant d'air. Tu fais demi-tour en quête de la fenêtre que tu as oublié de fermer. Tu t'y penches pour humer l'air de la rue et tu entends une voix qui t'interpelle. Lise! Je sais que tu m'entends, Lise! Tu peux ignorer mes appels, mais tu ne peux pas m'échapper! Lise, ouvre-moi! Il faut absolument qu'on parle! Dès son
premier mot, cette voix te fige instantanément. La peur, vieille compagne insidieuse, remonte depuis cette boule de glace qui se forme dans ton ventre alors qu'il crie à travers la rue. Tu es là, figé devant la fenêtre, sans trop savoir quoi faire. Tu voudrais lui hurler de partir, de te laisser tranquille, que tout a déjà été dit. Mais c'est impossible. Les mots restent bloqués dans ta gorge serrée par la panique. Tu recules et te laisses tomber sur ton canapé alors qu'il continue de t'invectiver depuis la rue. Tu ne peux pas me faire ça, Lise! Pas après tout ce que j'ai fait pour toi! Pas après tout ce qu'on a vécu! Arrête tout de suite tes caprices! Tout ce qu'il a fait pour toi? Alors oui, au début, il était doux et gentil. Tellement que la première fois qu'il a levé la main sur toi, tu as pensé à un accident. Un coup de folie passagère. Mais la folie avait en fait posé ses valises et élu domicile chez vous. Pourtant, ce n'était pas cela le pire. Le pire, c'était les remarques acerbes, répétées avec tant de force et de régularité, que tu avais fini par te convaincre que c'était la vérité qui sortait de sa bouche, avant de te claquer le visage, tel un fouet. Hors de question que tu revives ça. Il t'a fallu tant de force et de courage pour partir, le quitter, refaire ta vie. Te reconstruire tant bien que mal sur des fondations qu'il avait sapées durant toute votre relation. Tu entends toujours sa voix, ses mots par la fenêtre, mais ton cerveau ne comprend même plus leur sens. Tes sens d'ailleurs se referment un par un. La morsure de la lame du ciseau à bois me sort de ce cauchemar éveillé. Le vent froid qui s'engouffre par la fenêtre semble porter cette phrase lointaine jusqu'à mes oreilles. Police secours, quelle est votre demande? La terreur étreint mon cœur comme en écho à la tienne. Et merde, qu'est-ce que je fous maintenant? Merde, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il y a ce sentiment de panique qui t'opprime la poitrine, cette terreur qui ne t'appartient pas mais qui entraîne ton cœur dans une chamade incontrôlée. Il te faut quelques instants pour reprendre pleinement conscience de ton environnement. De la tiédeur du sang qui coule sur ta paume, du froid par la fenêtre ouverte. Dans un juron, tu reposes ta lame sur l'établi, comprimant ta blessure pour éviter d'en mettre partout. Avec l'aisance de l'habitude, tu te diriges vers la salle de bain, contournes ton armoire à outils, esquivant l'angle du canapé. Dans l'armoire à pharmacie, tes doigts effleurent les flacons, cherchent le désinfectant dont tu verses une bonne rasade sur un coton. La morsure de l'alcool sur la plaie à vif te fait serrer les dents, et l'espace d'une seconde, tu restes sur le qui-vive, espérant que la douleur ravivera la connexion entre nous. Mais non. Rien. Le silence. Tu restes seul avec tes pensées et ton inquiétude. Puis finalement, tu te redresses. Et s'il était arrivé quelque chose? Après tout, tu ne l'as pas rêvé, cette voix de flic, au bout du téléphone. Il te semble presque entendre le hurlement de sirènes lointaines qui accentue encore ton angoisse. Si ce malade était passé à l'acte, s'il avait réussi à atteindre la fenêtre, à lever la main, encore. À cette seule idée, tu sens ta nuque se raidir, tes entrailles se tordre. Le temps de bander ta blessure, la décision est prise. Au son de ta voix, l'ordinateur s'éveille. Trouver un vol, Reykjavik, Sydney. La synthèse vocale t'énonce de sa voix artificielle les différentes possibilités et tu hésites. Bordel, t'as jamais quitté ton île, toi. Et prendre ce genre de décision hâtive, ça ne te ressemble pas. Est-ce que c'est pas disproportionné? L'espace d'une seconde, tu songes à remettre l'ordinateur en veille. Mais il y a ce silence dans ton esprit, alors qu'il doit faire grand jour en Australie. Le souvenir de cette peur immense. Non. Fini de rester planqué dans tes fjords. Le plus tôt sera le mieux. Départ, demain après-midi. Le temps de mettre tes affaires en ordre, de prévenir ton voisin et de rejoindre la capitale. Et te voilà à l'aéroport.
Les sens submergés de 1000 stimuli, tu perds presque pied. Trop de bruit, trop d'odeurs, trop de gens. Alors tu t'accroches à ta canne plus que jamais, l'autre main refermée sur la bretelle du sac de randonnée emprunté pour l'occasion. À grand-peine, tu te frayes un chemin jusqu'au bureau d'accueil, d'où l'on te prend en charge. L'hôtesse te fait monter à bord, en amont des autres passagers, t'aide à faire loger ton bagage au-dessus de ton siège. Tu t'y installes tant bien que mal, laisse aller ta nuque contre l'appui-tête dans un profond soupir. C'est parti pour 48 heures de voyage. En espérant que tu auras assez de livres audio et de musique pour tenir. C'est sur cette pensée que tu cales ton casque sur tes oreilles. Le vrombissement des moteurs se superpose aux basses dans un concert cacophonique et tu fermes les yeux, te coupant de tout et de tous. Même lorsque ta voisine de siège essaye d'engager la conversation, un sourire dans la voix, c'est à peine si tu lui réponds. Bien plus absorbé par cet autre sourire, d'ordinaire dissimulé dans un coin de tes pensées. Ce sourire que tu n'as plus entendu depuis des heures. C'est qu'il a disparu. Ce sourire. De tes pensées dont je me coupe à grand renfort de médoc, mais de mon visage aussi. Dans la glace, éclairé par un néon, je m'observe un instant. Mes yeux cernés, ma peau trop blême, constellée de taches de rousseur, mes cheveux emmêlés, ternes. Entre mes mains tremblantes, ce flacon de somnifère bientôt vide, que j'ouvre, que je referme, indécise. J'ai tellement besoin de dormir encore, d'oublier encore. Mais on ne peut pas juste tout oublier indéfiniment. Pas vrai ? T'oublier indéfiniment ? Ce serait un peu trop facile, non ? Tu refermes le flacon et le ranges dans ton armoire à pharmacie. C'en est assez. Tu appréhendes le fait de ressentir à nouveau tout ça, la confusion, la panique, la tristesse, la peur, toutes ces émotions négatives qui remontent depuis qu'il a hurlé en bas de chez toi il y a 2 jours. Le problème, avec les médicaments, c'est qu'ils ne choisissent pas quelles émotions couper, et que ne plus rien ressentir pour les gens comme nous, c'est être seul. Tu ne veux plus être seul, plus jamais. Tu ouvres les rideaux de ton appartement, les rayons du soleil viennent caresser ton visage. Cette journée s'annonce magnifique. Il y a encore quelques jours, tu aurais dit que le temps était idéal pour aller sur la plage. Pourquoi ne pas essayer après tout ? Malheureusement, être à ta fenêtre fait remonter les souvenirs de l'incident. Et s'il était encore là, à attendre que tu sortes de chez toi ? Tu refermes les rideaux et te diriges vers le bureau. Tu attrapes les écouteurs sans fil qui étaient en train de charger et les glisses dans tes oreilles. Le temps de retrouver ton téléphone que tu avais laissé dans la salle de bain, tu réfléchis à ce que tu comptes écouter pour te calmer. Sepultura, Slipknot, ou peut-être bien un petit Manson. Tu actives le Bluetooth sur ton smartphone et finalement, tu optes pour Rodrigo et Gabriela. Tu ne peux t'empêcher de sourire. Toi, la rockeuse invétérée, tu es en train d'écouter un flamenco pour te détendre. Si on t'avait dit ça il y a quelques semaines, tu aurais éclaté de rire en affirmant que si la guitare n'est pas électrique, ce n'est pas de la musique pour toi. Tu sens un sourire dans un coin de ta tête. Tu sais qu'il est là. Évidemment qu'il est là. Il n'y a que Raphaël pour te faire écouter ce genre de choses. On peut dire que ça te fait du bien de sentir l'une de nos présences. Tu as bien fait de ne pas reprendre un cachet ce matin. Mais où sont les 2 autres ? Peu importe. Raphaël est là, et sa bonne humeur est contagieuse. Tu sens tes lèvres s'étirer un peu, alors que les guitares s'emballent et que tu te mets à danser seul, ou presque, dans ton salon. C'est rassurant finalement de te rendre compte que tu ne seras plus jamais vraiment seul. Si rassurant
que tu en oublies pour quelques instants tes angoisses. Tu attrapes un livre au hasard, ton sac à main, enfiles une paire de chaussures et quittes l'appartement. Le sourire de Raphaël, toujours collé sur ton visage. C'est vraiment une belle journée qui commence. Ah, cette musique me vrille un peu les tympans. Il faut dire que le contraste avec le livre que j'étais en train d'écouter est plutôt déstabilisant. J'enlève mes écouteurs pour entendre l'hôtesse annoncer que l'avion amorce sa descente sur Sydney. La température au sol est de 30 degrés. Je transpire déjà rien que d'y penser. En revanche, je suis rassuré d'avoir renoué le contact avec toi. Tu as l'air d'aller mieux. J'aurais peut-être dû attendre finalement. Je crois qu'on a perdu d'elle. Pardon, j'ai eu un souci de micro. Est-ce que tu peux refaire ton dernier paragraphe? Hop. En revanche, je suis rassuré d'avoir renoué le contact avec toi. Tu as l'air d'aller mieux. J'aurais peut-être dû attendre finalement. Tu aurais peut-être dû attendre finalement. À descendre maladroitement un énième escalier, tu te sens un peu gauche, un peu ridicule. La chaleur étouffante te prend à la gorge, fait naître des perles de sueur sur ton front moite. Avant de sortir de l'aéroport, tu prends le temps de remonter tes manches jusqu'au coude, de réajuster tes lunettes noires sur ton nez pour protéger tes yeux du soleil trop virulent. Ce pays n'est pas fait pour toi, te le fais bien comprendre. Mais tu es venu jusqu'ici, ce n'est pas pour faire demi-tour maintenant. D'autant que l'autre brute pourrait bien revenir. À cette seule idée, ton sang bout dans tes veines. Il ne la touchera pas, crois-moi. Je serai là pour le calmer au besoin. Comme en écho à ta colère, une main immatérielle s'est posée sur ton épaule, douce et ferme à la fois. Maria. Tu n'as pas besoin de la voir pour imaginer son air féroce et sa détermination. Et sa présence te rassure. S'il y a bien une personne capable de faire mordre la poussière à cet abruti, c'est elle. Reste à savoir où te diriger maintenant. Je peux te guider. Je sais où elle est. Tu hoches un sourire esquissant à l'attention de Raphaël qui vient de se matérialiser dans ton esprit. Sur ces indications, tu t'engouffres dans un taxi qui te rapproche de la côte, arpente les trottoirs de Sydney. Au fil de tes pas, tu sais que tu approches. L'odeur d'iode, mêlée à celle du sable chaud qui complique ta marche, les cris entêtants des cormorans et le murmure du vent d'été. Tu es arrivé sur la plage. Et sur cette plage... La plage. Cela fait plusieurs semaines qu'elle a un attrait tout particulier pour toi. Tu as toujours aimé l'océan, mais pour des raisons différentes de celles qui t'y attirent désormais. Tu as appris à apprécier la poésie relaxante des éléments qui se rencontrent et se mêlent. L'eau, la terre, le vent. Tu repenses à tout ce qui a changé en si peu de temps. Ces rencontres qui ont modifié pour toujours ta perception de la vie et des choses qui t'entourent. Tu ne verras plus jamais un bâtiment sans te poser de questions sur son architecture avec un œil expert. Tu ne prendras plus jamais ton confort et tes privilèges pour acquis. Tu ne regarderas plus jamais un morceau de bois sans te demander s'il n'y a pas une sculpture qui se cache à l'intérieur. Et surtout, tu ne seras plus jamais une victime. Toutes ces choses nouvelles, tout ce savoir acquis en si peu de temps,
Est-ce qu'il y a d'autres gens comme toi dans le monde ? Comme nous ? Tu laisses encore ton esprit divaguer sur la question, mais tes problèmes finissent par te rattraper, implacables. La tension entre tes deux épaules ne disparaît jamais totalement, tout comme ce sentiment d'être observé. Comprenant qu'il va te falloir bien plus que de la contemplation méditative pour que ton cerveau veuille bien relâcher sa vigilance, tu sors le livre attrapé en vitesse chez toi. Orgueil et préjugés. L'évidence du choix de ton inconscient te fait sourire. Ce livre, tu le connais par cœur. C'est lui qui t'a donné envie d'étudier la littérature. Lui qui t'a sorti de bien des mauvaises périodes. Tu as ri et pleuré au fil de ces pages plus de fois que tu ne peux compter. Tu caresses la tranche, usée par la lecture, du bout des doigts. Puis inspires profondément. Les odeurs mêlées du cuir et du papier te parviennent, avec une acuité elle aussi inconnue avant la connexion. En même temps, tu as tous tes sens, toi. Pas besoin de compenser. Tu prends le temps d'apprécier les petites sensations de la couverture et de ses imperfections. Du papier des pages qui te semblait si lisse à l'œil nu et qui se révèle pourtant irrégulier sous la pulpe de tes doigts. C'est comme si tu redécouvrais complètement cet objet pourtant si familier. Tu sens très bien que c'est moi qui guide ta main pour te montrer comment tout peut être différent selon le sens utilisé pour percevoir. Tu ouvres le livre et entames ta lecture, mais pas au début. Non, tu laisses le hasard décider pour toi. Il a si souvent bien fait les choses. C'est si agréable de t'écouter lire. J'ai toujours apprécié ta façon de prendre le temps pour que chaque mot ait son sens. Chaque pause est bien dosée. Chaque respiration tient l'auditeur en haleine. Alors que j'avance difficilement, dans le sable chauffé par le soleil, je me fige un instant. Tu es toute proche. Je le sens. Je le sais. Mais plus que ta présence, c'est pour une autre raison que je reste interdit. Devant mes yeux, à travers les tiens, une phrase écrite noir sur blanc. Une phrase que je ne peux m'empêcher de lire à voix haute. Le hasard ayant encore une fois frappé si juste. Elle répondait sans entendre et regardait sans voir. C'est à peine si ta voix a tremblé en résonnant dans mon esprit. Pourtant, ton émotion est palpable, si vive, si sincère qu'elle occulte tout le reste. Après tant d'années passées dans le noir le plus complet, tu vois les reflets dorés du soleil sur le sable chaud. Tu aperçois mes ongles courts, les petites plaies qui les entourent, le tissu fleuri de ma robe légère et ce bleu violacé sur mon genou. Tu distingues même une mèche de cheveux auburn venue se perdre dans notre champ de vision. Tu admires la couleur crème du papier de ces pages, tant tournées et usées. Tu déchiffres les lignes qui se déroulent paresseusement devant mes yeux. Porteuse de tant de promesses d'évasion que tu n'étais plus à même que d'entendre. Tu vois. Et par mes yeux qui t'offrent ce plaisir oublié, tu lis. Les mots ne sont pourtant pas différents de tes livres audio, mais de simplement pouvoir les lire par toi-même, leur image semble prendre vie dans ton esprit avec une acuité nouvelle. Sa pensée était à Pemberley House avec Monsieur Darcy. Elle brûlait de savoir ce qui s'agitait dans son esprit en ce moment. Ta lecture est malhabile, hésitante parfois, éraillée par le temps mais je reste immobile, sans ciller, de peur de casser la douceur de ce moment, de peur que tu ne t'interrompes. Je me laisse bercer par ta voix grave et chaude. Tant et si bien que je ne réalise pas tout de suite
Mais tu n'es pas que le fruit de mon imagination. Pas cette fois. Cette voix, ta voix, je l'entends vraiment. Le livre me tombe des mains. Sans même réfléchir, je me relève, tourne la tête comme une girouette affolée et soudain, à 2 mètres à peine, je te vois. C'est donc à ça que je ressemble désormais. Je me vois grand et massif, avec mes longs cheveux blonds. Tenter un sourire et lever la main pour te faire signe. L'autre tenant fermement ma canne blanche. Lise ? Mon prénom s'échappe des lèvres de cet inconnu qui me fait signe. Enfin, inconnu. Pas vraiment, n'est-ce pas ? Plus, vraiment ? Mais tu ne peux pas être ici, vraiment ici. Magnus ? C'est étrange. Cette voix, je la connais. Pourtant, cela reste différent. J'ai l'impression de t'entendre pour la toute première fois. Je lâche ma canne et m'avance vers toi d'un pas assuré, guidé par tes yeux, rivés sur moi. Étrange. Ton visage, je le connais. Pourtant, cela reste différent. J'ai l'impression de te voir pour la toute première fois. L'impression de te rencontrer pour la toute première fois. Et je reste là, interdite, incapable de détourner mes yeux de toi. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai simplement pensé que tu avais besoin que quelqu'un soit vraiment là pour toi. Du coup, me voilà. Mais comment ? Enfin, je veux dire, l'Islande, c'est... Tu sais, il y a une invention assez récente. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ça permet de voler très vite. Ils ont appelé ça un avion, je crois. Oui. Merci. Mais pourquoi ? C'est si loin et toi t'es... Eh bien, disons que déjà, c'était une expérience qu'il fallait que je vive au moins une fois, non ? Et puis, il fallait que je sois sûr que tu ailles bien et que je puisse te dire un truc important. Truc important. Magnus, on communique à travers la planète, toi et moi. C'est... Je comprends pas. Je lève une main et cherche maladroitement ton épaule que je presse tendrement après l'avoir trouvée. Ce contact est si réel comparé à ceux de nos visites passées. Je n'aurais pas pu vraiment faire ça si j'étais resté à Vic. Il fallait que je sois là pour te dire que tout ce qui t'est arrivé, ce n'est pas ta faute. L'espace d'une seconde, j'en plaisanterais presque. Nous avons déjà partagé tellement de gestes et de pensées à travers la distance. Qu'est-ce qui peut justifier... Mais tes mots serrent ma gorge de leur poigne de fer. Bien sûr que si c'est de ma faute, j'aurais dû être moins... plus... Mes pensées se bousculent, les phrases s'entrechoquent, mais rien ne vient. Juste une larme qui glisse en silence sur ma joue. Malgré ton absence de réponse, beaucoup d'indices me permettent de savoir ce qu'il se passe dans ta tête, sans même avoir besoin de m'y trouver. La tension dans ton épaule, ton souffle qui s'est coupé l'espace d'un instant, ton silence. Je souris avant de venir poser l'autre main sur ton bras, en te regardant sans te voir. Ce n'est pas ta faute. Tu sais pas, j'aurais dû partir, j'aurais pu partir, mais je ne sais pas quand, ni comment les mots sont devenus étreintes. Je me souviens plus. Je me souviens seulement de tes mains sur mes épaules, de tes bras autour de moi, de mes larmes contre ton torse, de ce refuge dans vos silences et de cette phrase qui résonnera encore longtemps. Ce n'est pas ma faute. Merci Fitz et Delria pour ce beau texte. Sur ce, on va poursuivre la soirée par un autre texte écrit cette fois-ci par Soin d'urgence qui s'intitule L'inconnu
et qui va nous être lu par Mours, Olotmeril et Sambre. Alors c'est un texte qui est enregistré aussi, donc vous pouvez également monter le son du Watch 2 à votre guise pour bien en profiter. Donc je vous souhaite à tous une très belle écoute. Elle se réveille, éclot comme une fleur. Explosion, révélation, telle Vénus sortie des eaux. Elle s'étire, laisse à nouveau le sang affluer, irriguer ses membres. Encore bercée par le ronronnement du moteur, elle se réchauffe. Redécouvre ce corps devenu étranger le temps d'une nuit. À sa gauche, Olivier, maugré le volant entre les mains. Elle s'empresse alors de lui demander. Et qu'est-ce que vous venez faire à Quimper si vous n'êtes pas de la région? Tu parles d'une région con, ouais. Olivier, le plan étalé sur les genoux, se démène comme un beau diable. Embourbé, dérouté par la complexité insoluble des noms de patelins, la multiplicité d'équerres à machin chose, des plots trucs bidules, il ne s'en sort pas. Il balance la boussole par la fenêtre, elle éclate au contact de l'asphalte. Alors, il prend une grande inspiration et tourne soudainement à droite à l'intersection. Allée de Locmaria, rue du Frou, carrefour de Bénodet, quartier du Moulin Vert. Ah, c'est par là. Si vous me disiez où nous allons, enfin où vous allez, peut-être, je pourrais vous aider. Je contrôle la situation. Je sais parfaitement où je vais. On est presque arrivé. Tout à coup, elle s'intéressait à lui, à son pauvre sort. Lui, le dernier des derniers, le plus commun des communs. Un lambda, kidam, empêtré entre l'atlas routier, la carte, l'ordinateur de bord, le GPS, et son attraction pour elle. Olivier ne savait plus à quel sens vouer, passant de la seconde à 70, s'il fit hurler le moteur. La conversation s'engageait mal, on partait sur bien de mauvaises bases, ça allait dégénérer en catastrophe s'il ne se décidait pas à mettre de l'eau dans sa soupe de cresson. En réponse, elle se renfrogna, préférant s'enfermer dans un mustisme aphone. La discussion avait pris un mauvais tour. Et cela ne disait rien de bon à Chamallow qui, reniant son maître, décida de se rouler en boule sur les genoux de la passagère, les oreilles baissées. À l'instant encore, relâchée, libérée, endormie, les traits adoucis par le sommeil, elle était magnifique. Pourquoi tout est si compliqué maintenant? Pardon? C'est vrai qu'en l'espèce, l'envoyant paître, il n'avait pas été chic. Elle ne semblait pas aller fort, sans doute pour lui faire payer les sentiments qu'elle fit naître en lui hier soir. La distance qu'elle introduisait, implicitement, presque malgré elle, troublait Olivier au plus haut point. Une supériorité féminine. Et cet échange de mots tournant court lui laissait un goût amer. Je m'excuse sincèrement. Je suis désolé de cette remarque désobligeante. Je vous prie de bien vouloir me pardonner pour cet écart de langage. J'ai conduit toute la nuit, je suis un peu à cran. Pour tout vous dire, je suis plus ou moins en villégiature. Je viens juste d'hériter d'un oncle d'Amérique, une maison en bord de mer. Je m'y rends avec Chamallow, plus par curiosité qu'autre chose à vrai dire. Elle sourit. Un pauvre petit sourire. Isolé, pas persuadé, mais un sourire qui lui était destiné. Embarrassé, Chamallow s'étire paresseusement. Elle le caresse nerveusement, redoutant le moment fatal où Olivier lui demandera inévitablement où la déposer. Ses mains ne forment plus qu'un avec la boule qu'elle malaxe et triture. Ses yeux bleus, acier, gris, changeant, illuminent le visage d'Olivier qui la contemple de temps à autre. Les jointures de ses doigts craquent, blanchissent. Olivier jurait même qu'elle a les mains légèrement bleutées. Un beau bleu, semblable à ses lèvres. Comme si on l'avait immergée de force dans un bain d'eau froide, glacée. Elle prend les devants. Mes parents habitent Quimper, mais je ne peux pas rentrer chez eux. Son cœur s'emballe. Elle ressemble à une toute petite fille. Vous ne pourriez pas m'héberger? Juste comme ça, le temps que je me retourne. Je vous payerai, on partagera les frais. Ce n'est pas la charité que je vous demande. Son regard, suppliant, achève de le convaincre. Alors que Chamallow était déjà tout acquis à sa cause. Aussitôt, elle s'enfonce dans le fauteuil. Mais n'allez pas vous imaginer des choses, hein. Ce n'est pas mon genre de coucher pour payer le loyer. Oui, bien entendu. Vous savez, à Rennes, je n'ai plus de pied à terre, si ce n'est la part de mes parents. Mais c'est compliqué. Ah, je comprends, hein. De toute façon, je suis pas là pour vous juger. Et puis, je ne voudrais pas importuner mes amis avec mes petits problèmes. En plus, je sais bien qu'elle me trouve vite encombrante. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est marrant parce que moi, c'est tout l'inverse. J'ai parfois l'impression d'être totalement transparent. Hier soir, tout paraissait facile, si simple. Maintenant, vu d'ici, beaucoup moins. Oui, je connais ça aussi. On s'arrête pour manger un bout? Oui, bonne idée. Je meurs de faim.
prenant sa trousse de toilette. Elle sort un miroir de voyage, se regarde. Elle est superbe. Elle semble pourtant affolée par ce qu'elle découvre. Coquetterie. Non, elle ne joue pas la comédie en attendant un compliment la flattant. Elle semble réellement horrifiée. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne répond pas, mais malaxe ses joues comme pour y faire affluer le sang, espérant un rossissement salvateur. Visage exsangue, mais somptueux. Le bleuissement des lointains, c'est plutôt naturel chez les peintres du Quattrocento. Qu'est-ce que j'ai encore pas dit là? Elle pleure. Ce n'est en aucun cas pour vous charrier, hein. Cela s'apparente plus à un compliment en fait. J'adore la peinture. Elle ressemble à s'y méprendre à une sirène, une muse, une œuvre d'art. Doucement, elle se recompose. La Porsche prend la bretelle vers le resto route. À peine la voiture est-elle arrêtée qu'elle se précipite pour trouver refuge dans les toilettes, armée de son nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit chamichou? Ce serait une camée en manque? Quand elle rejoint enfin Olivier à table, rien n'y paraît. De nouveau, elle rayonne. Elle se confond en excuses pour son irascibilité et son extrême réactivité, sensibilité. Elle lui touche affectueusement la main, porte le verre à ses lèvres, flamboyante et plaisante. Olivier est comblé, transporté. On se tutoie? Bah c'est plus sympa et moins snob, non? Oui, ok, d'accord. D'ailleurs, on ne s'est pas présenté. Je m'appelle Olivier et... On va dire que je m'appelle Marion, d'accord? Bien sûr, c'est pas mon vrai prénom, mais mon vrai prénom, je le déteste. À votre naissance, on vous assigne d'un blaze qui vous suivra toute votre vie. Ensuite, partout, tout le temps, il faut le donner, s'en servir, s'identifier grâce à lui. Donc c'est décidé, je change. Tu m'appelleras Marion. Juste Marion, j'aime bien. Ça me va. Eh bien, enchanté, Marion. Le pire, c'est le nom de famille. Le prénom, bon, on peut s'y faire. Mais le nom de famille, ce n'est pas que je renie mes origines, pourtant, je trouve que ça fait boulet. Traîne inlassablement. La cerise sur le gâteau, on vous compare genre, oh regarde, c'est la petite fille d'eux. Elle tient de son grand-père. Oh le pauvre. Heureusement qu'il est mort avant de connaître ça. Il doit se retourner dans sa tombe. Enfin bref, là, je dois te saouler un tantinet, non? Non, ça m'intéresse. À bien y réfléchir, je préfère Ariane. Ou peut-être un mélange des deux. Marianne. Ah non, ça me fait penser à un truc nationaliste. Finalement, ce sera Ariane ou Marion. Je rejette définitivement le compromis. L'un ou l'autre, à tour de rôle, selon ton humeur. Ou les deux à la fois, à toi de voir. Sans anicroche d'aucune sorte, le repas se passait divinement bien, mis à part un détail. Les plats commandés défilaient devant elle, sans qu'elle ne daigne goûter à aucun d'eux. La note était assez rude, malgré que le garçon l'eût délicatement déposée auprès de 2 verres de liqueur offerts par la maison. Olivier la paye tout de même. Allez, on y va? De nouveau dans la voiture, Olivier fait démarrer le moteur. Il cale. Marion tente de dissimuler un petit sourire moqueur, mais elle échoue. Olivier la remarque mais ne dit rien, puis ils éclatent de rire quelques instants. Chamallow se réveille, s'ébroue, se retourne, puis se recouche. Un plein d'essence plus loin, tour et détour, errance et tâtonnement. La passe de Plouzerk-Kernevez leur tombe dessus. La maison est massive, imposante. Pas de comité d'accueil, toutes les lumières sont éteintes. Olivier doute soudain d'être le bienvenu. Il sort la clé de sa poche. Pour parvenir à l'entrée, il faut gravir un escalier. Quelques marches plus haut, le perron les réceptionne. 2 portes. Chacune sa couleur, l'une est bleue, l'autre verte. Chamallow se dégourdit les pattes. À ton avis, quelle est notre... enfin, ta moitié? Pour être tout à fait franc, je l'ignore. Je ne savais même pas qu'il y aurait plusieurs parties. D'un pas décidé, elle saisit et enfourna la clé dans la serrure bleue. Du premier coup, c'était la bonne. Le vent se déchaînait, Chamallow se dépêcha de trouver un refuge à l'intérieur. On aurait dit les hauts de Hurlevent. Le perron ceinturait la bâtisse, son vis-à-vis faisait office de terrasse se jetant directement dans l'océan Atlantique. Une côte rocheuse d'une 20aine de mètres de haut protégeait la demeure des vagues ravageuses. À marée basse, un escalier en pierre donnait sur une petite crique. Les flancs du vallon regorgeaient de forêts de conifères. Cette belle maison de famille, perdant peu à peu de ses habitants, laissa finalement bien seul l'oncle Portalis. Tout comme les factures, elle fut rapidement une lourde charge pour lui, si bien qu'il dut s'y résoudre à la partager, la morceler plutôt que la vendre. Juste compromis qui nécessita de défigurer l'ensemble en plusieurs appartements. L'entrée restait bien propre, là où on aurait pu s'attendre à trouver un chantier de tous les diables, baignant dans la poussière. Soin méticuleux, voilà les mots qui convenaient. L'audacieux Picaro, à 4 pattes, prenait possession des lieux. Pas le moindre coin ne lui échappait.
Il déposait, ça et là, des phéromones familières et personnelles. De ce nouveau territoire, il faisait sien. Pas de sas. Un long corridor d'environ 8 mètres débouchant sur une cuisine aussi nickel que l'ensemble. Cette interminable venelle à la lumière tamisée était gardie d'une desserte d'une portée impressionnante et hébergeait un bon nombre de tableaux. Ariane déclara l'endroit propice à l'inspiration artistique et le qualifia d'avenue picturale. Maintenant qu'ils avaient pénétré dans la maison, il fallait trouver où dormir. Le salon offrait à leurs yeux une panoplie de fauteuils trônant autour d'un canapé-lit. Une gigantesque bibliothèque en chêne massif couvrait le mur du fond. Étrangement, le feu était déjà ou encore allumé. Pour Chamallow, le fauteuil était assez confortable et il s'y blottit. Quant à Olivier et son invité, il faudra partager le couchage. Pendant un instant, les deux se regardent. Tu préfères le côté droit ou le côté gauche? Oui, enfin, non, enfin, comme tu veux. Pardon, mais est-ce que tu peux te retourner? Je vais me changer. Oui, bien sûr. C'est bon, installe-toi. Elle a tout prévu. L'innocence Chamallow à ses côtés en guise de frontière délimitant l'île de fortune en deux parties presque similaires. La sienne était plus grande, mais Olivier ne dit rien. Moins pudique qu'elle, il jette sa veste sur le fauteuil club anglais. Celui-ci consent silencieusement à recueillir aussi sa chemise, son t-shirt, son jean, ses chaussettes, et à ses pieds, comme pour lui faire une offrande, Olivier lui dépose ses converses. Il rentre à son tour sous les draps. Les ronronnements, accompagnés des crépitements du feu, sont les seuls témoins de cette étrange nuit, durant laquelle leurs pensées suffisent à maintenir Olivier et Marion en état de somnolence. C'est sa main qui m'a effleuré là ou c'était Chamallow? A-t-elle dit quelque chose? A-t-elle dit mon nom? Il me regarde là. J'ai l'impression qu'il me fixe. J'ose pas ouvrir les yeux. S'est-elle retournée vers moi? Si je m'approche, qu'il va croire que je suis une fille facile ou entreprenante. Bon, si quand j'ouvre les yeux, elle a les yeux ouverts, je l'embrasse. Merde! Au matin, la sale bête, conscience d'un malaise, vint tirer Olivier du lit à 6h du matin. De son nez, il insistait. Non, pas maintenant, chez Michou. Olivier serait enfui sous la couette. Cependant, la bête persiste. Qu'est-ce que tu veux? Des croquettes? Il tire un bout de drap avec de plus en plus d'insistance et griffe la peau d'un orteil mis à nu. Agacé, Olivier se lève, en cédant à ce nouveau caprice d'un enfant trop écouté qui se dirige vers la salle de bain, dont la porte d'entrée est demeurée entr'ouverte. D'un coup de patte, il l'ouvre en grand et entre. Chamallow, qu'est-ce que tu fais là, petit coquin? Hein, toi au moins, je ne te fais pas peur comme ça. Olivier, qui avait suivi l'audacieux félin, entre silencieusement, presque envoûté. Nu, une serviette sur la tête, assise sur le rebord de la baignoire, Marion s'enduit le corps tout entier d'un onguent, une pâte ressemblant à une sorte de fond de teint. Elle s'empresse de s'envelopper et de se draper dans son peignoir quand elle aperçoit Olivier. Le chasse, crie, pleure, claque la porte, crie encore, part faire sa valise avec perte et fracas, puis se réfugie de nouveau dans la salle de bain dont elle barricade la porte. Ses sanglots résonnent dans toute la demeure. La tête entre les mains, assis au milieu du couloir, Olivier ne comprend pas. Chamallow s'approche et lui explique alors. Elle a le mal bleu. Rejetée et moquée toute son enfance, elle a l'impression d'être une pestiférée. C'est une déficience cardiaque qui donne à la peau une couleur bleue très très pâle. Tu sais, autrefois, les rois et les reines... Olivier se ressaisit, se redresse, court d'un coup d'épaule digne des mises en échec de son passé docker. Il fracasse la porte de la salle de bain. Il se précipite vers elle, le cœur en avant, les bras grands ouverts, en voyant valdinguer, complexe et retenu, avec la bénédiction du félin et sans autre explication, un baiser glacé, incandescent, les consuma. You're all I need to get by. 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 You're all. Merci beaucoup à
à Soin pour ce beau texte. Et à nos lecteurs Mours, Solot-Meryl et Cendre également, bien sûr. Là-dessus, on va clôturer la soirée sur un dernier texte, cette fois-ci de Grand Corps Malade, qui va être lu par Fitz. Fitz, tu me dis quand c'est bon pour toi? Hop, je me démute et c'est bon pour moi. Désolé, il n'y aura pas de musique sur celle-là. Ce sera a cappella. C'était sur une grande route. Je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois. Je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais sans jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments, et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement, c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie. Elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé et franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble? Je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Et puis j'ai rencontré la détresse et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement je l'ai refoulée. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tension. Mais vous savez quoi, la détresse? Elle a pas de conversation. À un moment sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit, tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. L'amour m'a dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi, je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment, et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa, mais que quand même, il se la raconte. Et puis il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines, et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir, j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours, et puis il s'éloignait sans se retourner. C'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça, je l'ai bien réalisé, et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse, ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie, la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié, et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres, on connaît pas la routine, maintenant c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins, je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y a aucun doute, et tous les jours je continue d'apprendre les codes de ma route. C'était sur une grande route. Je marchais là depuis des jours. Voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu. Un peu comme la vie. Merci Fitz pour cette lecture. Et c'est ainsi que s'achève notre troisième soirée au coin du feu. Donc je pense qu'on peut dire un gros bravo à toute l'équipe de nos écrivains, de nos lecteurs, qui se sont vraiment démenés, qui ont vraiment fait des belles choses, franchement. Bravo à vous tous. Et puis merci au Lot-Meryl aussi d'assurer l'enregistrement audio de la soirée. Merci Fitz encore pour le stream. Donc voilà, pour ceux qui l'auraient raté, il y aura sûrement un audio de dispo, sinon le replay sur le stream du Trou de l'Esprit, sur la chaîne de Drail et Fitz.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? S'il y en a qui veulent nous rejoindre pour écrire ou lire éventuellement, vous n'hésitez pas à me le dire. Je vous donne le lien du Discord où on s'organise à côté parce qu'il y a tellement de choses qu'on s'est pas mis sur Tales of Pi pour pas rajouter 10 channels. Merci à ceux qui sont venus nous écouter aussi ici. J'ai pas eu le temps de saluer tout le monde évidemment parce que c'est un peu compliqué de tout faire en même temps, mais je vous vois. Donc ça fait plaisir de voir tout ce monde ici déjà et de voir que ça plaît, que ça intéresse des gens. J'espère que ça vous a plu surtout. Voilà. Et puis je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et je laisse vite clôturer le stream peut-être là-dessus. Je reviens. Ça marche. Du coup, comme l'a dit Psy, merci. Merci à vous d'être venus. Merci aux auteurs, merci aux lecteurs, merci à Psy surtout d'avoir organisé ce truc-là. Désolé pour les petits cafouillages du direct, je m'y connais pas encore très bien, je gère pas très bien OBS, mais en tout cas c'est un vrai plaisir. Si vous aimez ce que nous faisons avec le Trou de l'Esprit, n'hésitez pas à suivre la chaîne, mettre la petite cloche pour avoir les notifications. On a quelques Discord aussi que je vais essayer de faire tourner dès maintenant. Le Discord du Trou de l'Esprit, donc où on fait du JDR, de la lecture, plein de choses. Hop, je vous mets le lien ici. On a aussi le Discord de Tales of Pi où tout ça se passe, où j'ai rencontré tous ces gens formidables. J'essaye de... Hop, une invite. Voilà. Et si jamais les soirées au coin du feu, ça vous tente, histoire d'écrire ou juste de lire ou même juste d'être au courant, on a aussi un Discord pour ça, qui est le 3e. Voilà, j'arrête avec les liens. En tout cas, on se retrouve normalement dès demain soir pour la suite des Masses de Nyarlathotep. On a eu un petit creux. Donc, si ça vous dit, venez demain. Et la bonne soirée à vous. Et à très vite. Ciao, ciao.